Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour ceux qui sont abonnés dans ma chaîne YouTube de l'EM Loulou TV. Je vous salue et je vous demande pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner et d'essayer d'aimer, de liker mes vidéos, mes anciennes vidéos. Faites les commentaires, c'est bien, ça va peut-être m'encourager. De grâce, ne m'insultez pas. Au cas où par hasard ça vous arrivera de m'insulter, je vais quand même prendre acte et puis je vais comprendre, comme j'ai toujours dit, les erreurs de nos parents et aussi l'éducation reçue par les parents. Bien que certains parents ne sont pas responsables des dérapages de leurs enfants. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vais essayer de changer avec vous sur l'application de la peine de mort en République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne la peine de mort, nous devons savoir que nous avons deux courants. Le premier courant, c'est les rétentionnistes, c'est-à-dire les gens qui veulent retenir la peine, les gens qui veulent retenir vraiment la peine, l'exécution de la peine de mort. Et aussi, nous avons le deuxième courant, ce sont les abolitionnistes, c'est-à-dire les gens qui veulent abolir la peine de mort. Mais s'il faut parler de l'histoire de la République du Congo, nous devons comprendre que la République du Congo, nous avons été héritiers, soit nous avons hérité, n'est-ce pas, les dispositions de la loi belge. Parce que ce sont les Belges qui nous ont colonisés. Et finalement, après, les Belges, aujourd'hui, n'appliquent plus la peine de mort chez eux. Ils ont aboli la peine de mort, les Belges. Et finalement, nous aussi, nous avons continué à appliquer la peine de mort parce que c'était depuis 1920 que cette peine a été instituée au Congo, en RDC, colonie, par le code pénal, par l'élaboration de notre code pénal. Cette peine a été instituée. Mobutu avait appliqué cette peine, avait appliqué la peine de mort. Rappelez-vous de pendu de la Pentecôte, où vous allez vous rendre compte aussi que le vieux Etienne Tshisekedi était parmi les gens qui étaient les plus proches, les carrés, les précarés de Mobutu. Donc le vieux Etienne Tshisekedi, ça c'est l'histoire. Hein. On ne peut pas s'échapper de l'histoire, on ne peut pas s'éclipser. Donc Etienne Tshisekedi wa Mulumba était parmi les précarés de Mobutu. Et au moment où Mobutu avait appliqué la peine de mort pendant son régime, et aussi vous allez vous rappeler le pendu de la Pentecôte au niveau de actuellement stade des martyrs. Mouzé Laurent Désiré Kabila aussi, par rapport à sa volonté de vouloir installer un nouveau pouvoir pour effrayer les gens, il avait aussi exécuté certains condamnés à mort. Et Kabila, aussi au départ, avait appliqué, mais finalement il y avait un élément très important, un élément politique, qui a fait que Kabila puisse, en 2003, faire le moratoire, c'est-à-dire signer un moratoire, pour ne pas supprimer la peine de mort dans notre arsenal juridique, mais plutôt pour faire un moratoire qu'on exécute plus. Quelle est la procédure à suivre? Quelle est la procédure à suivre? Quand un délinquant est condamné à la peine capitale, nous avons ce que nous appelons les recours ordinaires. Il va d'abord faire les recours ordinaires et une fois ces recours épuisés, il va enfin solliciter la grâce présidentielle. Mais vous allez vous rendre compte qu'en ce qui concerne les recours ordinaires, exceptionnellement, en ce qui concerne la peine de mort, l'obligation est donnée au ministère public qui, au départ, par son réquisitoire, va réclamer la peine de mort. Une fois obtenue, il a l'obligation d'interjeter lui-même appel avant que les délinquants, soit les condamnés, puissent le faire. Donc c'est ici, l'appel du ministère public est obligatoire
pour empêcher que les délinquants soient exécutés. Et au fait, au finish, une fois l'affaire arrivée au niveau de la cassation, c'est-à-dire au niveau de la cassation, et que le délinquant est encore condamné à ce niveau, le ministère public ne peut plus faire l'appel parce que c'est au niveau dernier recours. Il va, n'est-ce pas, pousser les délinquants à solliciter la grâce présidentielle. Et cette grâce présidentielle, une fois sollicitée, il va maintenant appartenir au président de la République de répondre à la requête. Et si le président répondait à la requête, en tant que magistrat suprême, on va, n'est-ce pas, soit commuer, transformer la peine d'exécution à la peine à perpétuité. Donc voilà ce qu'il faut comprendre pour dire tout simplement que nous avons une approche abolitionniste. Nous avons une approche abolitionniste. C'est-à-dire la République du Congo a cette approche abolitionniste à partir d'abord de notre procédure du code pénal et aussi à partir du moratoire tel que signé par Joseph Kabila. Et ce moratoire, je viens de le dire, c'était une approche purement politique parce que nous étions sortis dans une belligérance, nous étions sortis dans une guerre où il y avait une partition de la République et qu'il faudrait, n'est-ce pas, permettre à ceux qui ont pris les armes contre la République voulaient se sentir protégés pour rentrer et contribuer à la paix et finalement, n'est-ce pas, voir à la mesure du possible comment on devait reconstruire le pays et donner une chance, comme le préambule de la Constitution l'a bien dit, pour donner une chance à la République. Il faudrait que tous les Congolais se mettent ensemble. Or, pour que tous les Congolais se mettent ensemble, il était question que chacun se sente à l'aise, de manière à ce qu'il n'ait pas une certaine charge de la peine de mort au-dessus de lui à partir du moment où il avait touché des armes. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que Kabila a fait en sorte de signer ce moratoire pour dire qu'on n'avait plus besoin de sa signature, d'une démarche particulière pour un condamné à mort ne soit pas exécuté. C'est ainsi qu'il avait signé le moratoire, c'est-à-dire pour empêcher l'exécution. Mais je rappelle que la condamnation existe. Et la condamnation n'a jamais été désactivée dans notre arsenal juridique, mais plutôt on va surseoir. C'est ça l'idée du moratoire. Et aujourd'hui, fort malheureusement, avec l'apparition d'un fils politique et biologique de Tshisekedi Wamulumba, comme le vieux Tshisekedi avec son ami Mobutu avait cette velléité de vouloir finir avec leurs opposants, ça je l'ai dit, je regrette, Etienne Tshisekedi avait changé sa politique tout en s'opposant contre Mobutu, tant mieux, nous les félicitons. Et aussi aujourd'hui nous reconnaissons sa lutte, c'est d'ailleurs lui qui nous a aidés à changer un peu notre façon de voir Mobutu et de s'attaquer à Mobutu. C'était grâce au vieux Etienne Tshisekedi, raison pour laquelle même la loi portant statut de l'opposition, j'ai toujours souhaité que cette loi ait le nom soit nommée la loi Tshisekedi, parce que c'est lui Tshisekedi qui avait vers les années 80, entre 80 et 90, c'est le vieux Tshisekedi qui nous avait aidé à chasser Mobutu. Mais il faut reconnaître que l'histoire, s'il faut parler de l'histoire, il faut parler de l'histoire dans tout son contexte et dans tous les contours. Nous disons qu'à ce qui concerne la peine de mort, Mobutu et Tshisekedi étaient au mariage, étaient dans les mariages, et c'est ce qui avait fait que le pendu de la Pentecôte soit tous nos amis qui ont été pendus tués au niveau des stades des martyrs. Donc là, c'est l'histoire. Je parle de la peine de mort. Il faudrait que je puisse placer les mots à chaque coin. Donc il faudrait me permettre de placer les mots. Il ne faudrait pas venir ici pour vous mentir, pour dire que voilà l'ange qui a été pendant cette période. Non, il y avait un Mobutu, il y avait un Tshisekedi qui, du moins, ont soutenu que ces gens-là soient pendus. Donc ça dit qu'ils sont des rétentionnistes. Donc cette politique rétentionniste, cette velléité rétentionniste, c'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'IDPS et avec ses alliés, et à l'IDPS avec son fils, qui vient aujourd'hui lever les moratoires tels qu'institués par Kabila. Et si Kabila l'avait institué, il faut le dire, c'est parce que Kabila était dans une pression telle qu'il devrait rassurer tout le monde, tous ses opposants qui ont voulu toucher l'arme
compte que la République devrait rentrer pour qu'on puisse reconstruire le pays. Et Kabila n'avait pas le choix, Joseph Kabila n'avait pas le choix, eh bien, il était dans l'obligation de signer. Ce n'était pas tellement trop sa volonté, mais du moins, il était contraint de le faire pour permettre à ce que les gens rentrent. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous ne sommes plus dans ce contexte, nous sommes dans une république, mais Félix Tshisekedi va vous dire qu'on doit commencer à exécuter les gens. Mais j'ai senti une petite contradiction, une certaine contrariété entre le discours du chef de l'État tenu devant le Parlement et plutôt les positions du ministre de la Justice et aussi son ministre de l'Intérieur. Parce que quand Félix Tshisekedi nous dit, vante même un projet qu'il n'a jamais initié lui, mais dans le cadre de continuité de l'œuvre de l'État, il est venu récupérer sa vie dans le sens que M. Laurent Désiré Kabila va instituer le service national. Et par rapport à ce service national, au départ, c'était tous les jeunes qui pouvaient bien comprendre et qui voulaient bien rejoindre le service national. Mais on a élargi pour dire que donnons la chance à ces gens-là que nous appelons communément les Koulouna d'aller au service national. Aujourd'hui, ils ne sont plus des Koulouna. On va commencer à les nommer comme étant des bâtisseurs. Félicitations à eux. C'est une bonne transformation. Nous avons vu comment est-ce que beaucoup de jeunes qui sont allés là-bas sont devenus des menuisiers, des maçons, et puis ils sont là en train de travailler, au lieu de toucher le machette pour attaquer les gens. Maintenant, ils s'attaquent aux forêts, ils s'attaquent aux champs. Ben là, voilà, c'est une bonne initiative, nous pouvons qu'applaudir. Donc aujourd'hui, si Félix Tshisekedi va se vanter de cette mission, vanter de Kanyamaka CC, il a dit de bon alors tout, et puis il a même parlé de cette marginalisation. On voulait bien marginaliser les jeunes qui étaient hier des Koulouna, qui sont venus aujourd'hui des bâtisseurs. Mais au même moment, son ministre va dire qu'il faut exécuter, et aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de gens sont exécutés. Vous allez peut-être vous dire que non, peut-être je suis contre. Non, je n'ai jamais eu un frère, un ami direct, un enfant Koulouna. Ça, en tout cas, chance pour moi. Voilà. Mais du moins, nous disons tout simplement qu'on ne peut pas ôter la vie à quelqu'un si notre constitution ne le permet pas, pour dire que la vie est sacrée. Ça, c'est un. Si les délinquants ne comprennent pas qu'il doit protéger la vie des autres, il va créer plus de victimes et tuer des gens. C'est-à-dire, cette recommandation de considérer la vie sacrée n'a pas été formulée pour les délinquants. Mais cette formulation, c'était pour la République et les dirigeants de la République qui doivent comprendre que la vie humaine est sacrée. Même si les délinquants ne comprenaient pas que cette vie est sacrée, nous devons les faire comprendre que oui, la vie est sacrée. Et finalement, même sa propre vie, bien qu'un délinquant, nous devons toujours considérer cette vie comme étant sacrée. Maintenant, faudrait-il réellement le tuer, comme vous pensez? Moi, je pense qu'il y a un élément qu'il faudrait ajouter. Moi, je suis pour, en tout cas, l'application de la peine de mort pour tous ces délinquants qui sont pris en flagrance délit. Ça, je suis d'accord. De manière à ce que vous avez tous les éléments, comme je vois actuellement à Kinshasa, dans une ruelle, il y a des jeunes qui vont s'organiser, et en plus c'est comme des sorciers. Ils vont choisir les jours où la pluie, les jours où il y a la pluie, ils vont sortir avec leurs machettes, ils vont commencer à se donner le plaies, ils vont commencer à se battre comme des animaux, comme des chiens qui se retrouvent dans un coin. Ils ne se sont jamais chamaillés avant, mais les chiens se retrouvent dans un coin, ils vont commencer à se battre. C'est comme ça, nos jeunes se comportent dans certains quartiers. Ça, je suis vraiment, je suis contre. Et au lieu de se battre entre eux et les écuries, vous allez remarquer, ils vont commencer même à attaquer même les innocents, même ceux-là qui ne sont pas dans leurs écuries. Tel quartier et l'autre quartier ne s'entendent pas. C'est-à-dire que tu sois Koulouna ou non, et à partir du moment où tu te retrouves dans l'autre quartier, tu n'as pas l'obligation, tu n'as pas le droit de passer dans le quartier en face. Ça, nous ne pouvons pas être d'accord. Ça, en tout cas, je suis tout à fait d'accord. Alors, ces gens-là, une fois attrapés en flagrance délit, je pense que le mieux à faire, c'est de passer ces gens-là qui passent en procédure d'urgence, c'est-à-dire on va organiser des audiences foraines en procédure d'urgence, là où les événements se sont passés, comme la loi l'oblige, pour permettre à ce que les gens reconnaissent que l'État existe et que les gens reconnaissent que l'État a toujours son autorité. On va organiser des audiences foraines, ils seront condamnés. Eh bien, si c'est à mort, eh bien, écoutez, je suis désolé, qu'ils soient condamnés. Et s'il faut qu'ils soient exécutés, tant mieux pour eux. Ça, en tout cas, je le dis, hein.
Vous allez m'excuser, vraiment, je suis désolé. Mais l'application de cette peine de mort dans un État où le chef d'État lui-même reconnaît que la justice est malade, c'est là où je suis un peu pessimiste. C'est là où je crains. C'est là où je mets un peu de doute. Pourquoi est-ce que le chef de l'État ne comprend pas qu'on ne peut pas donner à un fou l'arme pour réglementer la cité? On ne peut pas donner à quelqu'un qui est malade le pouvoir d'aller traiter les autres malades, non. Donc une justice qui est malade, je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai tenu ce genre de discours, c'est le chef de l'État. Nous pouvons que voir qu'il y a tellement trop d'erreurs, il y aura tellement trop d'erreurs judiciaires. Même aux États-Unis où il y a l'application des peines de mort, ils déplorent les erreurs judiciaires. Donc moi j'estime que s'il faut vraiment appliquer la peine de mort, s'il faut vraiment l'appliquer, il est très très important de se poser d'abord la question sur l'état de santé de notre justice et finalement de ne permettre à ce que l'application de cette peine soit sélective dans la mesure où ceux qui sont arrêtés à flagrance délit avec des machettes en train de se battre, arrêtés, on va organiser séance tenante d'audience foraine pour qu'ils soient jugés devant la société et vous allez remarquer que la société va approuver et applaudir pour dire que celui-là réellement c'est un vrai Koulouna du quartier. Alors à vous, c'est Koulouna du quartier qui se comporte au roi télé dans vos quartiers, qui sème de terreur, en tout cas ne retrouvez pas mon soutien. Ça je vous dis, on vous arrête, directement, on vous fait passer en procédure d'urgence, on vous condamne, s'il faut vous exécuter demain après-demain, il suffit que vous puissiez suivre la procédure comme la procédure l'exige, parce que le ministère public puisse solliciter les recours, finalement les recours, qu'on puisse solliciter même la grâce du chef de l'État, et puis le chef de l'État ne sera pas obligé de vous accorder parce que vous avez été, n'est-ce pas, un Koulouna hors pair, et puis du moins il y a eu ce qui s'est passé contre vous. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc pour dire tout simplement, ça fait froid, je supporte pas. Pourquoi m'a dit pour dire tout simplement que nous devons, n'est-ce pas, éviter des contrariétés. Le chef de l'État a une vision. Il a soutenu Kanyama Kassese. Il a soutenu que les jeunes soient réintégrés, réinsérés dans la société avec cette approche de Kanyama Kassese. Et au même moment, ces deux ministres vont se contredire pour dire qu'ils vont être exécutés et puis certains semblent qu'ils sont exécutés. Merci à suivre et nous sommes ensemble. Merci.